Vous avez un micro. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Alors, donc, c'est M. Kzar, département d'architecture. Voilà, donc j'ai quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Donc, ma première question est pour M. Hammesh. Voilà, donc, vous avez évoqué, M. Hammesh, l'expérience de la réhabilitation de Qsar de Ouargla. Donc, vous étiez un responsable de la direction, je pense, de l'urbanisme. Et donc, vous avez travaillé avec un certain nombre d'acteurs. Donc, j'aimerais bien que vous nous renseigniez sur ces acteurs et avec lesquels vous avez travaillé et selon quel processus vous avez travaillé pour faire aboutir les opérations donc, que vous avez effectuées. Voilà, donc j'ai une deuxième question. Donc cette deuxième question, c'est pour donc monsieur le collègue de monsieur Hammesh. Monsieur Touati, Kamal. Donc j'aimerais bien savoir, monsieur Touati, donc pour quel objectif la e-participation, donc la participation numérique, et est-ce qu'elle a des avantages par rapport à la participation normale, effective? Voilà. Une troisième question pour Madame Ouaret. Alors, donc, c'est par rapport donc le contexte de Ardea. Avant, donc, il y avait le système de Azaba qui s'occupe de la gestion de la ville. Donc, avant, je dirais, avant l'arrivée des Français peut-être. Mais actuellement, donc avec l'Algérie indépendante, il y a la commune qui arrive, il y a par la suite les associations. Donc, il y a donc un ensemble d'acteurs qui commencent à travailler ensemble. J'aimerais bien, si vous avez donc des informations par rapport à ça, ce jeu d'acteurs, comment il s'opère, donc vous nous expliquez, et est-ce qu'il a un impact positif sur la gestion du patrimoine bâti. Une dernière question maintenant, donc pour Madame Belhoussine. Donc là, c'est une question un petit peu pointue. Donc j'ai noté le fait qu'il faut rationaliser les dépenses publiques. Donc pour faire un peu le lien avec la participation citoyenne, j'aimerais bien vous nous expliquer est-ce que la participation citoyenne impacte les dépenses, donc la rationalisation, et si elle aide à la rationalisation, comment ceci s'opère. Et merci. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Donc, Zulf Laouen, c'est M. Naab Ghani du Centre de recherche en langue et culture amazigh. C'est Imas Hammesh et M. Touati. Donc, ma première question, j'avais l'impression que vous avez un petit peu minimisé l'expérience de la participation des citoyens, surtout dans là où il est à travers le concours de village le plus propre. Donc, à mon avis, c'est une expérience et pas mal d'expérience de la participation des citoyens dans l'aménagement des villages, etc. Alors que
Vous avez dit dans votre présentation qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience, vous n'avez pas trouvé beaucoup d'expérience. La deuxième question, c'est par rapport à la restauration d'Exor, celle de comment jugez-vous le coût de la restauration de ces Exor? Parce que je me rappelle des propos de M. Yahya, le chef de gouvernement, qui disait que le frein pour la restauration de ces Exor, c'est bien le coût exorbitant de ces opérations. Et la deuxième, est-ce que la présence des citoyens dans ce secteur joue en défaveur ou en défaveur de ces programmes, ces initiatives de réhabilitation et de restauration de ces secteurs? Et merci. Alors, une dernière question, s'il vous plaît. Alors, s'il n'y a plus de questions, donc on passe aux réponses. On commence avec le docteur Hammash. Ça va, on arrive à... Bon, je réponds à la question, la première qui concernant les acteurs, l'expérience de Wergla et les acteurs avec qui on a eu à travailler. Je dois dire que si, et d'une manière très indirecte, je réponds à la dernière question concernant la présence des habitants, est-ce que ça a été un avantage ou un inconvénient? C'est que si ce travail-là, que j'avais dit, qui est pris en charge dans un programme sectoriel de l'État qui s'appelle l'amélioration urbaine, et cette amélioration urbaine, vous l'avez vu un peu partout dans le pays, on refait les trottoirs, on refait, etc. Et là, on en a profité pour faire un travail spécifique au niveau d'Ursard. Donc, ça a été une responsabilité qui a été prise par mon prédécesseur et que j'ai moi-même suivi plus tard, celle de nous attaquer à une acheteur, donc à Ursard classé. Par exemple, tout le ravalement qui est fait, il est fait en Timchant. Donc, on a repris les matériaux traditionnels qui existaient, donc cette manière de construire. Et quand les associations ont été au contraire des facilitateurs très très importants pour que l'on puisse en faire, parce que imaginez-vous, il suffit nous avons intervenu sur l'espace privé. C'est pas simplement sur l'espace public, sur le sol. Donc c'est des maisons appartenant à des propriétaires identifiés, etc. Et ces propriétaires-là, également pour certains, pouvaient même bénéficier d'une aide de l'État, à l'habitat rural, à l'habitat qui a été... comme acteur réel, c'est-à-dire il y avait d'abord nous, c'est-à-dire l'administration, avec les entreprises, etc. Il y avait également le bureau d'études, dont j'ai oublié peut-être d'en parler, un gars de la localité, ça aussi, ça a facilité. Même le chef de bureau de la DUC, c'était un gars d'Ursal. C'était un gars qui habitait l'Ursal. Donc tout ça a facilité donc cette entreprise mais malheureusement c'est une opération qui est restée 4-5 ans. Vous savez, par la suite c'est un monument classé, donc il est passé ailleurs, il est passé à la direction de la culture. Direction de la culture qui a donc fait un plan PPCM, je ne sais pas comment on l'appelle déjà, un plan de sauvegarde, etc. Donc l'opération a été arrêtée. Et j'ai prôné pour copier exactement ce qui a été fait par exemple au Mzable avec la création de l'atelier de la vallée du Mzable, de créer un atelier au niveau d'Ursard de Wergla, qui malheureusement n'a pas donné ses fruits. Donc, on avait en face, c'était les propriétaires, mais véhiculés, mais aidés par les associations que j'avais expliquées tout à l'heure de différents types. Voilà pour la première. J'ai pas parlé de Tizi Ouzou, j'ai préféré parler plutôt de pas parler de Tizi Ouzou, de parler de Tizi Ouzou.
J'ai bien raison, parce que moi je suis Tiziwato, tout simplement. Non, je connaissais pas, c'est vrai, j'ai pas parlé en termes lorsque j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience en Algérie, je parle ça veut dire d'expériences véhiculées, organisées, hein, comme on l'avait vu, par exemple pour le Portugal, comme on l'avait vu pour d'une manière très significative en architecture, et pas simplement un travail d'embellissement. Il se fait ça et là un peu partout. Vous avez parfaitement raison. Hein, donc, je crois que mon ami Ferdinand tout à l'heure va nous parler de notre expérience qui est juste à côté, qui est faite. Mais ça reste, ce que je disais, Monsieur Touati, des opérations très très ponctuelles. Elles ne sont pas organisées, encouragées par un système de financement, par un maradji réglementaire, etc. Voilà un peu le coût de la réhabilitation, de la restauration qui est trop cher, etc. Ici, c'est du 721, hein, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que j'ai détourné entre parenthèses. Hein, quelque part, au lieu de faire les sols, j'ai fait les murs, j'ai fait que nous avons, que mon prédécesseur a fait, que j'ai continué à faire. Hein, donc, jusqu'à même restaurer des petites mosquées, etc., des écoles coraniques qui normalement ne sont pas touchées par le 721 qui est très très connu. Donc, la présence des habitants, est-ce que ça a été un avantage ou un inconvénient? Mon Dieu, ça n'a été qu'un avantage, pour moi, il me semble. Parce que nous avons ça et là quelques opérations hein, de restauration, d'Ursor, qui sont vidées de leur substance. La substance, c'est l'habitant. Hein, et quelquefois, une fois qu'on a terminé de restaurer, on ferme les portes et on s'en va, et ça reste donc vide. C'est vrai qu'il faut gérer, mais nous avons eu, j'avais dit, la chance d'avoir d'abord des associations qui activent jusqu'à aujourd'hui, qui sont donc très très disciplinées, très conscientes de leur patrimoine, qui veulent faire quelque chose au niveau du Rsal de Ouargla. Et donc, en termes d'engagement, il est très 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 fort. Mais maintenant, en termes de financement, les ravalements, etc., ça coûtait pas, pour moi, hein, ça coûtait pas très très cher. C'est-à-dire, on n'a pas demandé un surplus hein, par rapport à d'autres wilayas, etc. Donc, c'était très très normalisé. Mais c'est vrai. Ce qu'on nous reproche très souvent, c'est que nous avons fait finalement de la finition, hein, que plutôt parce que lorsque vous avez votre maison qui est en ruine et qui a besoin d'être retapée, vous allez vous la retaper, et non pas la duc. Hein, donc il y a cette grosse difficulté entre la part de l'individu, hein, donc de propriétaire, et la part de l'État pour avaler, pour voilà un peu, j'espère avoir répondu globalement aux questions que m'a été posées et je vous remercie. Merci, docteur Hammash. Donc, monsieur Touati. Donc, la question était liée à l'intérêt de la numérisation dans les actions urbaines. Je vous réponds par ceci. La loi sur l'urbanisme équivalente en France, son intitulé, d'abord c'est la loi Elan. C'est la loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Cela prouve, elle date de 2018, cela prouve tout l'intérêt du numérique. C'est-à-dire que nous, pendant 30 ans, on a gardé une loi, plus de 30 ans, la loi 90-29 qui date de 1990. Pendant la période de 30 ans, eux, ils ont changé 4 fois leur loi pour l'adapter à chaque fois au nouveau contexte. Donc la dernière qui date de 2018, vous retrouvez dans l'intitulé le mot numérique. Maintenant, quel est l'intérêt? Moi, je vais vous dire, concernant par exemple les documents d'urbanisme,
notamment dans les pays européens, donc il y a ce qu'on appelle la dématérialisation des documents d'urbanisme. C'est-à-dire que quand on dépose un dossier de permis de construire, il est dématérialisé. Donc c'est le bureau d'études qui le dépose, l'instruction se fait très rapidement et au bout d'une semaine ou deux, vous avez donc l'autorisation de construire. Or chez nous, initialement on avait 45 jours, je crois. Ensuite, en 2015, on a introduit, donc on a modifié le décret concernant les actes d'urbanisme et on a réduit, pour gagner des points dans le doing business, donc on a réduit le délai en mettant en place le guichet unique, donc on a réduit le délai à 20 jours. Mais c'est intenable. C'est intenable parce que le guichet ne peut pas traiter en 20 jours tous les dossiers qui sont déposés. Donc, d'où la nécessité de dématérialiser nos documents d'urbanisme pour gagner du temps. C'est-à-dire que les documents d'urbanisme, quand on demande un permis de construire, il est sur une plateforme. Tous les services de l'État, toutes les directions de wilaya peuvent donner un avis en temps réel et donc du coup, donc le délai de l'instruction est réduit le maximum. Donc c'est un gain de temps. Autre chose concernant les procédures que j'ai citées tout à l'heure, les procédures d'approbation des instruments d'urbanisme, donc les documents de planification. Donc, quand on examine les procédures de la loi qui date de 90, pour approuver un plan directeur d'aménagement d'urbanisme, le PDO, réglementairement, quand on additionne les délais, vous avez 6 mois. Or, dans la pratique, c'est en moyenne, vous avez 5 ans pour approuver un document d'urbanisme. Et donc, si on a les moyens donc d'échanger par le biais de plateformes et en utilisant bien sûr le numérique, donc la digitalisation, donc les conditions que j'avais énumérées tout à l'heure pour disposer donc de plateformes et de géoportails, ça permet donc de gagner énormément de temps pour que ces documents donc soient échangés en temps réel et donc les décisions des services de l'État qui doivent statuer sur donc ces documents se fassent dans des délais très courts, très courts. Voilà, donc c'est un gain au niveau de la planification, donc des procédures donc d'approbation, et c'est un gain concernant les actes d'urbanisme, toutes les autorisations, permis de construire, certificats d'urbanisme et autres donc documents d'urbanisme. Voilà, je vous remercie. S'il y a donc des compléments à faire, n'hésitez pas à poser des questions. Merci, docteur Touati. Donc, je donne la parole au docteur Ouellet pour répondre à la question. Donc, je remercie M. Ghazal pour sa question. Vous avez posé une question qui concerne éventuellement donc, la ville de Ghardaya, ou beaucoup plus la gestion urbaine de la vallée du Mzab. Moi, je voudrais d'abord, et c'est mon point de vue, dire que aujourd'hui, la ville de Ghardaya, nous devons donc le prendre comme un cas particulier, un exemple à prendre en matière de citoyenneté, mais aussi en matière de gestion urbaine qui s'applique ou qui prend en quelque sorte naissance et qui puise dans les valeurs ancestrales. Et aujourd'hui, parler maintenant de la gestion actuelle, moi je pourrais dire que finalement, pourquoi c'est un exemple intéressant, un exemple important à suivre, parce qu'ils ont su quand même avoir conservé tout ce mode-là de gérer une ville, qui se base sur des valeurs. Alors, si vous avez vu tout à l'heure, j'avais présenté donc un ouvrage de jurisprudence de l'architecture musulmane, mais ce n'est pas que cela. Ça dépasse un peu, et c'est un ouvrage qui a été donc plutôt, qui résume un petit peu les différentes directives qui conduisent toute une vie urbaine. Ça a été utilisé depuis le Moyen-Âge, donc il faudra réfléchir et voir ça à l'âge, au niveau du 11e, 12e siècle. Donc on prenait toutes ces considérations, tous ces critères-là dans la gestion de la ville. Et aujourd'hui, c'est toujours, nous puisons jusqu'aujourd'hui, donc la communauté de ces villes, de cette pentapole, se base énormément sur ces aspects. Alors, je vous donne donc l'exemple pour ce qui est du patrimoine.
À Gherdaya, nous avons donc un office, donc qui s'appelle donc Office de protection du patrimoine de la vallée du Mzab, au PVM. Cet office-là, donc avec l'aide, l'office ADA, c'est quoi? C'est un petit peu l'évolution de l'atelier du désert, donc qui a été initié par André Ravero. André Ravero qui avait en quelque sorte beaucoup travaillé avec les citoyens du Mzab. Aujourd'hui, l'OPVM ne travaille pas seul, c'est un office qui gère un petit peu le patrimoine, mais avec le consensus collectif et global de la communauté. Vous avez donc des associations, une fondation du patrimoine, vous avez les citoyens. Et si je prends donc la restauration et la réhabilitation d'un cas, d'un élément dans la Pentapole, parce que la Pentapole est classée donc patrimoine universel de l'UNESCO, donc le citoyen a le droit et le devoir de participer directement donc, à toutes les interventions urbaines, que ce soit réhabilitation, que ce soit donc restauration. Et vous avez donc ce consensus-là qui est partagé entre les collectivités locales, entre l'office de l'OPVM, mais aussi les associations et les citoyens. Donc, ce cas-là, il pourrait être beaucoup plus peut-être développé, hein, parce que nous avons un élément, donc un membre donc, de la fondation qui est ici présent, donc il vous présentera davantage cette expérience. Mais sinon, donc, je vous remercie pour votre question. Je serai donc disponible pour avoir plus d'éclaircissements. Merci. Merci, docteur Ouellet. Donc, je donne la parole au docteur Azali pour répondre à la dernière question. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie de l'assistance pour la question. En fait, la participation citoyenne aide à la baisse des dépenses publiques, donc de deux sortes. Lorsqu'il y a un projet public de réaménagement, de création d'espaces publics ou autres, donc comme on nous a montré pour l'exemple de la rénovation du XA, il y avait déjà les citoyens comme bénévoles. Donc leur participation permet de réduire les dépenses directes de main-d'œuvre déjà. Donc on n'aura pas à solliciter des travailleurs, donc l'État n'aura pas à supporter les frais de main-d'œuvre, il aura juste les frais de matière, ou bien au moins ça va réduire. Il y a aussi les dépenses de communication. Donc, lorsqu'il y a des associations actives, il y a un comité de village, il y a une cohésion, il y a les citoyens qui sont impliqués, qui participent au projet de leur ville, de leur communauté. Donc, les autorités n'auront pas à engager beaucoup de dépenses de communication pour informer. Donc, ils seront informés de soi à partir de leur réunion, de leur comité. Donc, il y a une certaine... ce sera une communauté comme ça soudée, donc l'information passe de bouche à oreille. Il y a aussi surtout le gain du temps, donc on va gagner du temps lorsqu'il y a les citoyens qui sont impliqués, qui aident, qui participent, qui donnent leur coup de main. Les dépenses indirectes maintenant, donc lorsqu'il y a une participation citoyenne qui est responsable et dynamique, ça permet de réduire les dépenses indirectes qui sont... Déjà, on va combattre le gaspillage et le sabotage. Donc, lorsqu'il y a les citoyens qui sont impliqués dans le projet, on risque pas, donc juste après la fermeture, donc la fin, dès qu'on achève les travaux, qu'il y aura des gens qui vont arracher les arbres, ou bien qu'il y aura pas on n'aura pas à voir ces phénomènes-là, vu que tous les citoyens vont défendre leur acquis, défendre leur ville, défendre leur territoire. Donc, ça permet d'éviter de redémarrer à zéro, donc de perdre les acquis. En même temps, le fait qu'il y a une communauté comme ça qui est soudée, qui est coopérative avec les autorités, ça permet de sécuriser les lieux. Donc, il y a beaucoup d'endroits touristiques bien faits par l'État, mais personne ne peut y aller parce qu'il y a mauvaise fréquentation, il y a un problème de sécurité. Donc, lorsqu'il y a toute la communauté qui est impliquée, on ne verra pas ce genre de problème parce que déjà, c'est eux les premiers qui vont défendre, qui vont côtoyer, qui vont essayer de donner une bonne image de leur ville, de leur territoire. J'espère que j'étais bien explicite, j'ai bien expliqué. Voilà. Je vous remercie. Okay. Merci, docteur Azali. Sans tarder, je donne la parole au docteur Ouellet pour présider la deuxième séance.